Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clément Mabi, donc je suis CPJ ici, sur une chaire de professeur junior, et je suis actuellement directeur du laboratoire, le LFPC, Laboratoire Fabrique de Pensée Critique. Et nous avons le plaisir de vous accueillir ici pour le lancement de ce nouveau laboratoire à l'INSA Rennes, un laboratoire de sciences sociales qui a été créé cette année avec une mission, essayer d'un peu mieux comprendre finalement qu'est-ce que pourrait donner, qu'est-ce que pourrait devenir une ingénierie soutenable, avec cette idée d'explorer les liens entre technique et soutenabilité. Notre question de recherche, notre enjeu, est d'essayer d'un peu mieux comprendre comment notre rapport aux technologies, finalement, conditionne aussi un certain nombre d'imaginaires, conditionne un certain nombre de rapports sociaux. Pour le dire vite, notre idée, c'est de prendre en compte le fait que les techniques ne sont pas neutres, et qu'en fonction du type de technique qu'on va développer, eh bien, on va faire exister différents types de réalités. Et l'objectif du laboratoire, eh bien, ça va être d'essayer d'éclairer ces différentes réalités, de pouvoir ordonner un peu cette complexité et d'essayer d'un peu mieux comprendre pourquoi une technique en vaut pas une autre, pourquoi les enjeux de conception, eh bien, finalement, reflètent des ambitions politiques, reflètent des choix politiques et font advenir également un certain nombre de réalités sociales et politiques. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long. Tous les bavards disent ça, je sais bien, mais en introduction. Et je vais céder sans plus tarder la parole à Vincent Brunil, le directeur de l'INSA, qui va pouvoir revenir aussi sur la genèse du projet, nous expliquer quelle a été l'impulsion de la direction autour de ce projet et pourquoi il a tenu à ce qu'il y ait le lancement de cette unité en sciences sociales au sein d'une école d'ingénieurs. Et puis ensuite, on aura le plaisir d'accueillir Béatrice Comte pour une keynote, pour une conférence autour de négocier l'espace des possibles climatiques. Et finalement, avec cette idée d'essayer d'un peu mieux comprendre, par une approche sociologique, des modèles mathématiques, essayer d'un peu mieux comprendre comment sont négociées les relations entre sciences, techniques et climat. Et ensuite, on aura une table ronde qui explorera différentes dimensions de qu'est-ce que pourrait être et comment pourrait se constituer une ingénierie soutenable. On reviendra sur, évidemment, les enjeux de ces nouvelles formes d'ingénierie et on essaiera d'explorer ensemble des freins et des leviers pour essayer de repartir avec quelques pistes concrètes de ce que pourrait être l'ingénierie soutenable et de comment la mettre en place. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, Patrick Gros viendra nous faire un petit mot de clôture, le directeur du centre INRIA de l'Université de Rennes, et nous terminerons par un cocktail pour avoir l'occasion d'échanger autour d'un verre sur ce nouveau modèle d'ingénierie soutenable. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Vincent. Merci beaucoup et bon après-midi à toutes et à tous. Merci Clément. Alors effectivement, comme tu l'as dit, un bavard laisse la parole à un autre bavard. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai en général pas l'habitude de faire des discours, mais quand même aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire un. Parce qu'en effet, c'est vraiment avec une très grande fierté et quand même une certaine émotion que je vous souhaite la bienvenue à l'INSA de Rennes pour cette inauguration. Pour un moment important de la vie de notre établissement, donc, comme tu l'as dit, Clément, le lancement officiel de la fabrique de pensée critique. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on crée un nouveau laboratoire dans un établissement d'enseignement supérieur. Et c'est encore plus rare, je pense, de créer un laboratoire de sciences humaines et sociales au sein d'une école d'ingénieurs. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on crée un tel laboratoire? Et pourquoi on le crée à l'INSA de Rennes? Tu as dit que j'allais revenir sur la genèse, et c'est effectivement cette idée que je vais essayer de tracer. Comme vous le savez, nous vivons une période de transformation profonde, qu'il s'agisse de crise écologique, de mutation sociale, de bouleversement technologique, et on sait que c'est aujourd'hui. Ces transformations ne sont plus à venir, elles sont là, elles sont systémiques, et elles sont elles-mêmes durables. Je pense qu'elles nous interpellent directement. Elles nous interpellent directement en tant qu'école formant des ingénieurs, et moi, parfois, je les qualifie de technologues, pour étendre un petit peu le champ. La question ne se limite pas aux écoles qui délivrent des diplômes d'ingénieurs. Et puis Étienne Klein dit aussi que les ingénieurs, j'ai trouvé ça à un moment, sont les intellectuels de l'agir technologique. Donc un ingénieur, c'est quelqu'un qui agit et c'est quelqu'un qui pense. C'est quelque chose qui est assez important. La question, si on veut agir et penser, c'est quelle ingénierie voulons-nous? Quel rôle souhaitons-nous que nos diplômés jouent dans un monde qui est complexe, incertain, traversé de tensions, mais aussi porteur d'opportunités? Comment faut-il faire de la technologie?
Comment faut-il concevoir des objets techniques pour qu'ils soient réellement porteurs de progrès pour le plus grand nombre et de progrès soutenables? Alors à l'INSA Rennes, je suis assez fier que nous ayons choisi de ne pas éluder ces questions et que nous avons choisi d'y répondre pleinement, résolument. En fait, nous avons choisi de ne pas laisser à d'autres ce qui est notre responsabilité, c'est-à-dire de penser les techniques soutenables en mobilisant l'ensemble des moyens de la raison, et j'insiste vraiment là-dessus, de la science et de la recherche. C'est pourquoi nous avons fait ce choix, et je suis assez fier de l'avoir impulsé, ce choix ambitieux de créer la Fabrique de pensée critique, comme je l'ai dit, un laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales, un laboratoire, et c'est le plus important, le plus distinctif, qui a comme objet d'étude la technique. La technique en train de se faire ici, en train de s'enseigner ici, à l'INSA de Rennes. Alors évidemment, c'est un lieu pour penser autrement, pour débattre, pour inventer une ingénierie durable et responsable. J'emploie des mots que Clément m'a dit qu'il fallait plus que j'utilise dans ce sens-là. Mais on va progresser. C'est un lieu pour relier les sciences, toutes les sciences, les techniques, les sociétés et aussi le territoire. Un lieu pour croiser les regards, ouvrir les disciplines, bousculer parfois des évidences et des a priori, et toujours par des moyens scientifiques. C'est quelque chose qui est important ici. Alors ce laboratoire, ce n'est pas un projet de plus, même s'il y en a plein, c'est un projet structurant qui est au cœur de notre feuille de route INSA Rennes 2030. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, il y en a des exemplaires dans le coin. Alors ce laboratoire, il met en œuvre de manière significative 2 objectifs de cette feuille de route stratégique. Elle en compte 10, ce n'est pas un catalogue. Je rappelle qu'on l'a adopté en 2024. Parmi ces 2 objectifs auxquels le laboratoire contribue de manière la plus importante, il y a transformer les formations pour mieux répondre aux défis aux défis écologiques et sociaux. Vous voyez bien que là, on crée un lien formation-recherche qui me semble être au cœur de ce qu'on doit faire. Et puis évidemment, une approche plus recherche, développer une recherche interdisciplinaire à l'interface entre les sciences de l'ingénieur, les sciences humaines et sociales. Alors la fabrique, vous avez remarqué que on l'appelle de différentes façons, c'est à la fois un laboratoire, et puis il y a ce petit mot qu'on a voulu, qui est ce mot de fabrique, qui est un peu original pour un nom de laboratoire. C'est évidemment à la fois un laboratoire de recherche sur les liens entre sciences, techniques et société, mais c'est pas moi qui en parle le mieux. C'est aussi, et je réinsiste sur ce point-là, un levier pédagogique pour intégrer plus d'interdisciplinarité, de soutenabilité, d'esprit critique, et puis aussi un outil d'ouverture vers nos partenaires, vers les entreprises, vers la société. C'est un point qui est extrêmement important. Ce n'est pas un lieu fermé. C'est un projet en fait qui réinvente, je pense très sincèrement, au XXIe siècle, on va dire à partir de maintenant, de 2025, cette ambition du groupe INSA qui a été imaginée dans la France d'avant-guerre de former des ingénieurs humanistes. Aujourd'hui, dans le système que forment l'humanité et la planète, il y a des gens qui appellent ça anthropocène et je ne me prononce pas sur la validité du concept, mais je l'utilise juste pour souligner le fait que nous formons système, l'humanité et la planète. Il y a aussi des gens qui l'appellent technocène, et je pense que c'est loin d'être neutre. Cette ambition, je pense qu'elle doit être interprétée, renforcée, rendue plus exigeante. Donc effectivement, on veut former des ingénieurs et des ingénieuses, je le dis de temps en temps, qui soient techniquement compétents. Ça, c'est l'ADN des INSA, c'est l'ADN des écoles d'ingénieurs, et c'est absolument nécessaire. Mais qui soient aussi lucides sur les impacts de leurs choix, et qui soient capables de coopérer avec la société pour engager des transitions justes. Et quand je dis de la société, je parle bien de la société dans ses dimensions publiques, mais aussi dans ses dimensions privées, bien entendu. La fabrique de pensée critique, c'est l'outil qui nous permet de donner corps à cette vision. C'est un projet collectif, transversal, ouvert à tous et à toutes, aux enseignants, aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, aux étudiants et aux entreprises, et évidemment aussi aux collectivités. En fait, il ne concerne pas uniquement les sciences humaines et sociales, il concerne toute notre communauté. Donc je pense qu'ensemble, on va pouvoir faire de cette fabrique un lieu vivant, un espace de rencontre, de dialogue et de transformation. Un lieu où on ne se contente pas de former des ingénieurs, mais où on interroge ce que ça signifie aujourd'hui que de produire de la technique. Enfin, je trouve qu'avec cette fabrique, nous réaffirmons quelque chose de profond et sur lequel je voudrais attirer votre attention, qui a marqué une partie de mes études, c'est que la technique n'est pas autonome du reste du monde. Elle porte une dimension sociétale et anthropologique. Elle n'est pas neutre, Clément l'a souligné, même si on ne s'est pas coordonné. Elle façonne ce que nous sommes, ce que nos sociétés sont. Et c'est ici, à l'INSA de Rennes, que la technique s'invente, se développe et s'enseigne. Alors, ce n'est pas le seul endroit, mais ça a lieu ici aussi. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'elle reste arrimée, cette technique que nous produisons, à une responsabilité collective, à des missions de service public, à la production de biens communs, au service de la société et de l'environnement.
Alors, je tiens vraiment à remercier très chaleureusement Clément Maby et son équipe de la confiance qu'il nous a témoignée en rejoignant l'INSA. C'est quand même un gros et un beau défi. Et aussi de l'énergie et de l'engagement qu'il a mis au service de la création de ce laboratoire. Je remercie également tous ceux et toutes celles qui ont contribué à sa mise en œuvre et qui contribueront à le faire vivre, parce que c'est l'avenir, une partie de l'avenir qui nous attend. Donc je vous souhaite une très belle après-midi d'échange. Je serai présent. Je serai peut-être obligé à partir un tout petit peu avant la fin. Et je vous prie de m'en excuser. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette fabrique de pensée critique et bienvenue dans le futur que nous construisons ensemble à l'INSA de Rennes. Merci beaucoup. Et je cède la parole à Maël. Pardon. Voilà. Bonjour à toutes et tous, je suis Maël Goumbry, enseignant-chercheur à la Fabrique et j'ai le plaisir d'introduire la keynote et nous avons l'immense plaisir d'accueillir Béatrice Cointe. Béatrice Cointe, vous êtes sociologue chargée de recherche au CNRS et au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des mines de Paris. Vous avez réalisé une thèse en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales sur l'émergence de la technologie et des marchés du photovoltaïque depuis les années 2000, dans laquelle vous avez adopté une démarche pluridisciplinaire qui s'inscrit dans les Science and Technology Studies, de façon à aborder conjointement la création de la technologie et du marché. Vous avez continué à mobiliser ce cadrage tout au long de vos travaux, et notamment par la suite dans un postdoc à Oslo de 2 ans, dans lequel vous avez analysé la matérialisation des promesses de la bioéconomie comme substitut à l'économie fossile. Vos travaux actuels s'appuient sur différentes approches, dont l'ethnographie des sciences et la sociologie de l'économie et des marchés, et vous étudiez particulièrement le rôle d'outils économiques, comme par exemple les Integrated Assessment Models, IAM, dans la conception des anticipations climatiques et singulièrement dans les prévisions et scénarios du GIEC. Avec la climatologue Alexandra Gianni, vous avez récemment lancé un cycle de conférences sur les négociations climatiques, ainsi qu'un cours intitulé « Lire les rapports du GIEC » pour accompagner, dites-vous, la production de connaissances utiles et mobilisables pour informer et accélérer l'action climatique. Vous avez obtenu la médaille de bronze du CNRS en 2024. Et votre parcours, pour nous, est particulièrement inspirant et singulièrement pour le projet de laboratoire, dans la mesure où l'approche pluridisciplinaire et l'ancrage dans les Science and Technology Studies que vous mobilisez sont au cœur de nos réflexions. Votre laboratoire, le Centre de sociologie de l'innovation à l'École des mines de Paris, a d'ailleurs été l'un des précurseurs et un pionnier dans le développement de ces approches en France et dans le renouvellement de la sociologie des sciences et des techniques, et à ce titre a eu un rayonnement international. Cette approche, elle nous encourage à décortiquer la manière dont les sciences et techniques sont constituées, dans des contextes, et l'introduction l'a très bien dit, qui sont très loin d'être hermétiques aux enjeux politiques, économiques et sociaux. Pour le LFPC, donc le laboratoire La Fabrique de pensée critique, penser les liens entre technique et soutenabilité suppose des travaux qui analysent les arènes dans lesquelles se jouent des relations de pouvoir complexes et qui sont d'une importance majeure. Car nous faisons le pari à la Fabrique que l'étude de ces relations de pouvoir et leur mise en dialogue avec les acteurs impliqués permet de redonner du pouvoir d'agir dans des dossiers qui sont souvent considérés comme trop techniques, comme trop complexes, comme trop scientifiques pour être débattus démocratiquement. Nous avons donc hâte d'entendre votre présentation intitulée « Négocier l'espace des possibles climatiques, GIEC, modèles et politique des scénarios ». Nous vous remercions à nouveau d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole pour 45 minutes. Bon, de nouveau, le titre, c'est peut-être pas... c'est un peu répétitif, mais donc déjà, merci beaucoup à toute l'équipe de la Fabrique pour l'invitation. Je suis très honorée d'avoir été invité à ouvrir ce beau laboratoire et j'espère que la présentation que je vais faire fera écho à ce que vous faites et sera inspirante et sera aussi une bonne vitrine pour votre lancement.
Donc, je vais sur ce commencer par l'introduction. Donc, Vincent Bruni a terminé son discours en parlant des futurs que nous construisons, enfin que vous construisez en tout cas à l'INSAREN, et je voulais justement ouvrir ma présentation en questionnant un peu cette notion du futur, qui est quelque chose qu'on est assez habitué à considérer comme un domaine d'action, comme un domaine aussi d'expertise. Mais en fait, cette façon de voir le futur est pas naturelle, ou en tout cas, elle est, et c'est un peu le réflexe des STS que d'aborder les objets comme ça, mais c'est quelque chose qui est construit, qui repose sur du travail matériel, du travail scientifique, du travail politique pour exister, et qui existe dans une certaine forme qui n'est pas la seule forme possible. Et donc, en fait, mes travaux s'inscrivent dans une démarche de questionner cet objet du futur, et notamment du futur global, donc le futur de la planète, l'idée qu'il y a un futur qui est partagé à une échelle du globe plutôt qu'à une échelle individuelle ou communautaire, par exemple. Et cette idée comme quelque chose qu'on va pouvoir à la fois connaître et gouverner, et de regarder quels outils on a mis en place depuis, en gros, les années 70 pour le gouverner et le connaître. Donc vous avez comme illustration, c'est une capture d'écran du site du NGFS, donc c'est le Network for Greening the Financial System, c'est un réseau des banques centrales européennes et mondiales qui a commencé il y a 6 ou 7 ans à s'approprier la question du changement climatique et qui utilise pour ça les scénarios notamment. Et je trouvais que c'était une jolie illustration de la réification quelque part de ces scénarios qui sont souvent des outils, enfin qui sont des outils très techniques et très abstraits qu'on représente généralement par des courbes comme ça. Donc là, c'est le prix du carbone, mais en général, les courbes augmentent. Et qui est vraiment approprié par tout un tas d'acteurs pour être devenu quelque chose qui est mis à l'épreuve et discuté collectivement et sur lequel on tente d'avoir une capacité d'action. Donc moi, plus particulièrement, je me concentre dans mes travaux sur un certain type de ces futurs qui sont les scénarios de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on peut dire aussi scénarios d'atténuation du changement climatique, et notamment ceux du GIEC, donc qui sont des objets qui sont plutôt académiques, mais qui sont repris notamment par ce réseau des banques centrales en partie. Et qu'on qualifie souvent dans la communauté des gens qui travaillent sur le changement climatique d'espace des possibles, d'où le titre de ma présentation. Alors qu'est-ce que c'est que cet espace des possibles? Voilà une illustration, donc vous voyez ça ressemble quand même pas mal à l'image de la slide précédente. Donc ça c'est une version qui date de 2014, donc c'est pas extrêmement récent, mais en gros esthétiquement ça n'a pas beaucoup changé. C'est un espèce d'espace qui est cartographié par des projections qui sont produites par des modèles numériques assez complexes et qui vont montrer des futurs climatiques qui peuvent aller du pas trop réchauffé à beaucoup trop réchauffé, en gros. Et ce que vous voyez sur ce graphe, c'est déjà qu'il y a une prolifération de ces scénarios. Donc chaque trait correspond à un scénario qui a été produit par un modèle à partir d'hypothèses données. Et il y en a, je pense, un peu plus d'un millier sur ce graphe, donc ça fait beaucoup. On voit aussi qu'il y a un éventail, donc le noir c'est l'historique, et après ça s'ouvre, qui est quand même assez large, puisque ça va de 0,9 degrés de réchauffement à 5,4 degrés de réchauffement global, donc ça fait quand même une grosse variété des possibilités. Et vous voyez aussi, alors ça c'est peut-être un peu moins évident, mais qu'il y a une forme de classification, donc je vous passe les acronymes et les unités, parce que là ça prendrait 40 minutes, mais vous avez 4 traits qui sont en gras, de couleurs différentes, et en fait ces traits sont un peu censés être des exemples typiques de différentes catégories qui vont correspondre à, en gros pour le bleu, c'est la catégorie qui était la plus ambitieuse à l'époque, de correspondre à un réchauffement limité à 2 degrés. En rouge, c'est la catégorie la plus pessimiste, et vous avez le jaune et le gris qui correspondent à la catégorie intermédiaire. Et donc, il y a tout un travail de réflexion sur comment, à partir de cet éventail de spaghettis, on a arrivé à construire une classification qui permettait d'extraire un discours un peu intelligible par des gens qui
n'ont pas des heures à passer à décortiquer des résultats de modélisation, qui n'ont pas non plus l'équipage technique pour savoir comment aborder ça. Donc il y a tout ce travail aussi qui est important, de construire un peu des références, de traduire ça et de construire des cadres communs pour interpréter cette prolifération de scénarios, sachant qu'on n'a pas de point de référence dans le futur pour vérifier lesquels sont les plus plausibles. Voilà. Donc, je vais donner d'abord quelques éléments un peu généraux sur ces scénarios d'émission et aussi la façon dont je les étudie dans mes travaux. Et après, je zoomerai un peu plus sur l'exemple du dernier rapport du GIEC et la façon dont les scénarios ont été présentés dans ce rapport pour vous donner un peu une version un peu plus concrète. Bon, ça restera quand même des questions relativement abstraites et techniques, mais c'est un peu le principe des STS, et donc je ne pense pas que vous vous attendiez à quelque chose qui ne soit pas du tout technique. Mais ouais, donc pour embrayer, je me trompe de bouton, pardon. Donc ces scénarios d'émission ou d'atténuation, les scénarios d'émission, c'est plutôt des scénarios qui ne vont pas prendre en compte les politiques climatiques, donc pour servir de référence de si on ne fait rien. D'atténuation, c'est plutôt des tests des différentes possibilités de politique climatique, mais c'est un peu le même type d'objet. C'est des scénarios qui sont déjà indissociables de l'histoire et du fonctionnement du GIEC, donc cette organisation intergouvernementale qui, depuis la fin des années 80, évalue et met en valeur aussi politiquement les sciences du climat. Et c'est le fruit en fait d'un champ de recherche et d'un type de modèle assez spécifique, donc les Integrated Assessment Models ou IM que Maëlle a mentionné dans sa présentation avant que je parle. Et c'est vraiment un champ de recherche et des modèles qui se sont structurés autour de l'objectif de produire des scénarios d'émission ou d'atténuation en lien avec le GIEC. Donc c'est en fait le champ de recherche principal qui est mon objet d'étude d'un point de vue donc, de sociologie des sciences, et un champ qui est orienté vers le GIEC et vers la politique climatique. C'est pas quelque chose qui existait en tant que tel avant que le climat devienne un problème international. Les scénarios servent aussi d'outils de communication et d'intégration entre les disciplines des sciences du climat, au sens où ils vont permettre des communications en fait, entre des modèles économiques et des modèles de physique du climat notamment. Et ils servent aussi d'interface entre les sciences et politiques du climat, notamment parce qu'ils permettent de projeter quels seraient les effets de certains choix de politique climatique ou de l'absence de politique climatique, et aussi de projeter différentes façons d'atteindre un objectif climatique donné. Et en ce sens, en fait, ce que j'ai pu observer dans mon travail, c'est que ces scénarios ont un rôle, pas vraiment en fait, de savoir ce qu'est le futur, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'est le futur, mais plutôt d'harmoniser les hypothèses qu'on fait sur le futur entre différentes disciplines scientifiques, entre scientifiques et politiques, activistes et économistes et banquiers, etc. Et en faisant ça, en fait, ils permettent d'avoir une appréhension partagée du changement climatique. Donc, ils jouent un rôle quand même très central dans la possibilité qu'on a de discuter cette question. Mais en faisant ça, forcément, dès qu'on harmonise, on exclut des choses qui ne rentrent pas dans ce qui est harmonisé, et donc ça produit un effet de cadrage de donc cet espace des possibles qui se trouve limité quelque part par cette image que j'ai montrée, donc cet éventail, et aussi par les modèles qui servent à l'alimenter. Et cet effet de cadrage, en fait, a amené des critiques assez fortes, qui sont beaucoup académiques, mais qui commencent à se politiser, de la façon dont les modèles qui servent à produire ces scénarios et les hypothèses qui sont dans ces modèles vont cadrer cet espace des possibles. Donc là, je vous ai mis une liste de biblios d'exemples de critiques, si vous voulez aller regarder ce qui s'est dit. Mais en gros, c'est des modèles qui sont assez divers dans leurs approches théoriques, mais qui ont tendance à utiliser quand même les mêmes outils qui combinent de façon différente, et aussi les mêmes façons de résoudre le problème de quelle est la meilleure politique climatique, par exemple. Donc c'est des modèles qui vont être des modèles souvent d'optimisation, et qui vont rechercher les trajectoires à moindre coût. Donc leur critère principal, c'est le coût des politiques climatiques. En général, la façon qu'ils ont de représenter une politique climatique, c'est de mettre un prix du carbone. Donc le prix du carbone n'est pas une entité de marché dans ces modèles, mais c'est plutôt un proxy en fait pour les politiques climatiques. Donc si jamais
on a des politiques ambitieuses, on a une taxe carbone et un prix du CO2 qui est très élevé, et c'est ça qui est la politique climatique. Donc c'est une version quand même assez réductrice de ce que c'est qu'une politique climatique. C'est aussi des modèles qui se caractérisent par un optimisme technologique assez fort, qui vient à la fois du fait que c'est des modèles beaucoup d'ingénieurs, mais aussi qu'il y a pas mal d'influence de l'économie, de la croissance du milieu du XXe siècle, qui avait une grande foi dans le progrès technologique. Il y a des questions autour du taux d'actualisation, donc là, excusez la coquille dans la slide, le paramètre qui permet de donner une valeur au futur en économie. Vous avez peut-être entendu parler des débats qu'il y a pu y avoir. En gros, plus le taux d'actualisation est élevé, plus vous considérez que les générations futures pèsent moins dans la décision. Et si vous mettez un taux d'actualisation à 0, vous considérez que quelqu'un qui sera né dans 100 ans a le même poids dans la décision que vous faites aujourd'hui que quelqu'un qui est vivant aujourd'hui. Une autre critique qui émerge, c'est l'absence de scénario de décroissance ou post-croissance, qui commence un peu à changer, mais enfin, il y a tout un débat actuellement sur les points aveugles de cet espace des possibles. Voilà, bon, j'ai une petite citation d'un papier scientifique qui note ça aussi. C'est plutôt des gens qui sont modélisateurs qui ont écrit ce papier. En tout cas, c'est un papier interdisciplinaire avec des modélisateurs qui notent que malgré le rôle et la force de ces modèles, en fait, leur évolution à l'interface entre sciences et politique au niveau global a amené à une concentration sur un champ assez réduit de futurs techno-économiques qui sont fondés sur un éventail réduit d'hypothèses. Donc on n'a pas une prolifération imaginative énorme, ce qui est aussi en partie le rôle des scénarios puisqu'ils veulent harmoniser, mais qui rend les débats de plus en plus tendus parfois. Alors, mes hypothèses c'est à la fois des hypothèses et des conclusions, mais en fait, les grandes lignes qui structurent ma façon d'aborder et d'analyser cette communauté, c'est en fait de considérer que ces modèles et ces scénarios, ils sont constitutifs de trois choses. D'abord, ils sont constitutifs d'une organisation de relations entre sciences et politique du climat. Et je reviendrai dessus, mais c'est une organisation qui se caractérise par une expertise qui se veut policy relevant, not policy prescriptive. Donc c'est assez difficile de traduire ce terme en français. C'est dans le mandat du GIEC. Mais en gros, c'est des informations qui sont pertinentes pour la décision politique, mais qui ne doivent pas être normatives, qui ne doivent pas dire ce qu'il faut faire. C'est une ligne qui n'est pas forcément très facile à tracer, mais c'est constitutif de ce champ d'expertise. Ensuite, ils sont aussi constitutifs d'une infrastructure de connaissances, c'est-à-dire d'un ensemble à la fois de réseaux techniques, de réseaux de pratiques, d'organisations sociales et institutionnelles, qui vont structurer à la fois les sciences et la gouvernance de l'environnement global et des futurs planétaires. Donc, avec cette notion, je m'inspire notamment des travaux de Paul Edwards, qui est un historien qui a retracé toute l'histoire de la météorologie et de la climatologie, et notamment la construction de dispositifs et de réseaux de recherche et de mesures et de modélisation qui permettent de faire exister l'idée d'un climat global. Mais là, je suis plutôt sur l'idée d'une politique du climat global, quelque part, mais c'est la même tradition intellectuelle. Et enfin, troisième point, qui est un peu un nœud dans ce qui constitue ces scénarios et de ce qu'ils font, c'est qui problématise les futurs énergétiques et climatiques par le biais de ce que j'appelle des dispositifs d'évaluation qui sont dans les modèles. Et par dispositif d'évaluation, j'entends tous les paramètres, les choix de calibration à l'intérieur des modèles, les hypothèses, les théories économiques aussi qui vont les informer. Et là, je suis très inspirée des travaux de ma collègue Liliane Loganova, qui a travaillé notamment sur le taux d'actualisation, dont elle montre que c'est un paramètre économique qui problématise le futur d'une certaine façon. Pour la vision générale. Et pour vous expliquer un peu comment, concrètement, j'aborde ces questions d'un point de vue plus méthodologique, donc ce que je vais regarder pour aller comprendre ces trois dynamiques, je m'intéresse dans une tradition vraiment héritée de la sociologie des sciences, notamment telle que l'a pratiquée Bruno Latour, et telle qu'on continue beaucoup de la pratiquer au CSI, d'abord aux pratiques d'écriture,
notamment au sein du GIEC, en fait, qui est un lieu, une institution dont le rôle premier est de lire et d'écrire sur la littérature scientifique publiée. Donc ça, c'est une photo d'une session d'approbation d'un des rapports du GIEC. Vous voyez une déléguée qui a la main sur le rapport, et la page à côté et la page qu'elle est en train d'annoter, et qui est justement la page où il y a la classification des scénarios par degré d'impact sur le climat. Donc je m'intéresse, et c'est un peu aussi ce qu'on fait dans le cours qu'a mentionné Maëlle avec ma collègue Alexandra Giannini, lire les rapports du GIEC en fait, sur comment on écrit ce que c'est le futur climatique. Dans cette écriture, bien sûr, donc il y a l'écriture de rapports et l'écriture d'articles scientifiques, mais il y a aussi beaucoup de chiffres, et les récits, donc les scénarios dont on parle, ils ont un côté très discursif parce qu'ils racontent des histoires, mais c'est des histoires qui sont en fait racontées par des chiffres. Et donc, pour prendre en compte cette particularité, je regarde aussi les modèles, un peu dans cette même perspective, en fait, que les modèles, c'est des dispositifs d'inscription, des dispositifs quelque part d'écriture, qui sont, c'est du code, donc c'est quand même aussi des scripts. Alors, c'est aussi des représentations graphiques, donc ça, c'est le modèle qui est développé à un centre qui s'appelle l'IASA, qui est en Autriche, à Vienne, qui est un des plus vieux. Donc il a la partie bleue, notamment, que vous voyez sur le graphique, date des années 70. Le reste est plus récent, mais vous avez donc c'est des modèles qui sont assez compliqués. Vous voyez qu'il y a plusieurs modules qui sont connectés, qui peuvent ne pas être toujours connectés, avec des acronymes un peu obscurs. Et donc je regarde ces modèles en fait comme des artefacts, c'est-à-dire comme des objets techniques avec lesquels il faut composer, qu'il faut apprendre aussi à manipuler, et des objets qui sont en mouvement. Et cette notion en fait d'objet en mouvement vient de l'histoire des textes. Donc c'est vraiment regarder les modèles comme des dispositifs aussi à la fois textuels et matériels, qui vont produire du sens, mais qui vont aussi être des objets techniques donc avec lesquels on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et donc, je vais aussi essayer de comprendre quelles sont les contraintes de ce qu'on appelle tractabilité, donc qui est peut-être un mot qui, ici, a plus de sens pour vous quand je parle à des sociologues, parce que c'est vraiment un mot qui vient beaucoup de l'informatique, plutôt, c'est un peu un barbarisme, je ne sais pas s'il existe vraiment en français, c'est vraiment repris de l'anglais, mais donc cette idée qu'on a besoin que le modèle, on puisse le résoudre, et donc pour ça, on doit faire des choix qui ne sont pas forcément des choix idéaux au niveau théorique, mais si on ne les fait pas, on n'arrive pas à avoir un résultat. Donc ça, c'est une notion qui a été proposée notamment par l'historienne de l'économie Béatrice Cherrier. Et d'autres contraintes de pouvoir en fait mettre en comparabilité les résultats, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un modèle si jamais le résultat ne peut pas être comparé à des points de référence par rapport à la réalité ou par rapport à ce que disent les autres modèles. Et je vais aussi donc, en regardant les modèles, m'intéresser à ce que je viens de dire, donc les dispositifs de valuation comme des technologies qui sont à la fois des rouages des modèles, donc un aspect très technique et pratique, mais aussi des technologies politiques qui vont avoir des implications sur les futurs qu'on peut envisager et la façon dont on pense pouvoir agir dessus. Donc c'est vraiment cette combinaison entre un objet technique, des pratiques scientifiques et des contraintes liées au fait qu'on veut quand même produire des résultats qui peuvent servir à la décision politique et à faire exister un problème. Et le troisième point, donc, c'est cette question des infrastructures. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran d'une base de données de scénarios, donc celle du 5e rapport du GIEC, donc qui date de 2014. C'est toujours cet effet quand on regarde des dispositifs informatiques d'il y a 10 ans, de vraiment obsolescence très forte. Moi, je pense qu'à l'époque, il était déjà un peu ringard dans son design. Et donc, revoilà Vast Machine de Paul Edwards. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de regarder quels sont les dispositifs qui sont là aussi des dispositifs à la fois techniques et sociaux et institutionnels qui permettent de travailler avec plusieurs modèles, donc de comparer les résultats de plusieurs de ces modèles qui sont très compliqués quand même à transmettre. Voilà, donc l'enjeu, c'est on essaye d'en avoir plusieurs pour avoir plusieurs points de vue pour pouvoir les confronter. Et du coup, il faut avoir des outils qui permettent
typiquement de mettre les résultats côte à côte pour créer les graphes que je vous ai montrés au début. Est-ce que ce scénario, il amène à réduire les émissions de gaz à effet de serre plus vite ou de façon moins coûteuse que cet autre scénario de cet autre modèle? Et donc pour ça, tout un travail de mise en infrastructure que je vais détailler un peu plus après. Donc voilà pour un peu cette introduction de ma perspective sur cet objet. J'ai mis un petit titre au milieu juste pour être sûr que je marquais la différence, mais je vais essayer de rentrer un peu dans la façon dont... donc, cette façon que j'ai d'interroger l'objet des futurs climatiques permet de raconter les aspects politiques des scénarios en prenant en compte leurs aspects techniques et notamment la construction des infrastructures. Donc je vais parler plutôt là du GIEC et des bases de données de scénarios du GIEC. Je reviens sur cette notion de policy relevant, not policy prescriptive que j'ai mentionnée plus tôt, qui est à la fois le mandat mais aussi le mantra du GIEC, c'est-à-dire que c'est un peu ce qui revient tout le temps. Et qui assoit l'autorité en fait de cette institution et un peu par ricochet celle des modèles qui sont vraiment des modèles qui ont évolué en lien avec cette institution. Bon, si vous avez des questions sur le GIEC, je pourrais vous donner quelques repérages après dans les questions. Que je ne sais jamais ce que les gens savent comme niveau de détail sur l'institution. Mais c'est une institution qui produit des rapports qui sont écrits par des chercheurs et des chercheuses, mais qui sont validés ensuite par des gouvernements, ou des représentants des gouvernements plutôt, dans des sessions plénières diplomatiques. Donc c'est une institution intergouvernementale qui est toujours un peu à cette charnière en fait, entre... les communautés scientifiques et les gouvernements. Et c'est par construction, c'était un peu c'était l'objectif de sa création. Et il se trouve constamment dans un équilibre qui est très délicat à maintenir entre crédibilité scientifique d'une part, parce que le GIEC n'a aucune valeur si jamais il ne représente pas le consensus scientifique, et légitimité politique, parce que l'objectif de cette institution, c'est de permettre quelque part d'avoir un canal qui fait exister les résultats scientifiques dans les arènes politiques pour amener à agir dessus. Et c'est pas forcément, et c'est souvent pas les mêmes paramètres en fait qui vont déterminer le travail scientifique et le travail politique, les mêmes critères de légitimité et de crédibilité. Donc c'est vraiment le cœur en fait de la construction et du fonctionnement de cette institution. Et donc concrètement, vous avez un travail de revue de la littérature par les pairs, donc par les scientifiques, et d'approbation par les gouvernements. Une distinction qui n'est pas forcément facile à tenir entre le travail d'assessment, donc d'évaluation, évaluation ou revue de la littérature, et le travail de recherche, sachant que, comme c'est des chercheurs qui font la revue de la littérature, ils sont généralement aussi en train d'avancer sur leur fonds de recherche. Et maintenant, ça fait 35 ans que le GIEC existe, donc tous les chercheurs qui sont dans les disciplines cœur des sciences du climat savent que pour exister, il faut qu'ils soient cités dans les rapports du GIEC, donc ça oriente aussi la façon de travailler dans la recherche, à la fois individuellement, mais aussi beaucoup collectivement. Et justement, dans le cas des IAM, donc de ces modèles qui produisent des scénarios, il y a une affirmation en fait assez claire que c'est des modèles qui suivent en fait l'évolution du GIEC. Et donc ça, c'était sur le site internet, enfin ça y est plus maintenant, mais de la principale institution scientifique de coordination du travail sur les IAM, où ils expliquaient clairement que le développement et l'analyse de scénarios à la fois globaux, régionaux et nationaux a été au cœur des pratiques des IAM depuis leur début, et que les scénarios qui étaient utilisés dans le premier rapport du GIEC étaient élaborés avec la première génération des IAM. Donc il y a vraiment cette idée que finalement on a une génération de rapports du GIEC et une génération de modèles qui évoluent en même temps. Voilà. Donc ces scénarios, ils ont également ces modèles plutôt ont également des racines un peu plus lointaines, dans les années 70, voire 50-60, dans des sciences de ce qu'on appelle l'analyse des systèmes. Donc c'est pareil, c'est des choses qui sont peut-être plus familières dans un public d'ingénieurs que dans un public de sociologues.
Et en fait, je vais vous passer un peu de temps dessus parce que, quelque part, la façon dont l'analyse des systèmes comprenait sa position par rapport aux politiques est assez proche de cette notion d'être pertinent pour la décision sans être prescriptif. Et on y retrouve un peu quelque part les racines du positionnement des modèles. On comprend peut-être mieux pourquoi ce type de modèle a pu se fondre dans ce type d'institution. Donc l'analyse des systèmes, ça c'est un manuel des années 80. C'est vraiment une méthode assez, justement, plutôt une méthode d'ingénieur en fait de la façon d'envisager les problèmes publics, mais qui vise aussi à remettre de l'expertise scientifique dans la politique, d'une façon assez spécifique. Donc c'est décrit par certains de ces acteurs comme l'art d'appliquer des méthodes scientifiques et des connaissances scientifiques à des problèmes complexes qui vont se poser dans des entreprises, des organisations à la fois publiques et privées, et qui vont impliquer les interactions entre la société et l'environnement. Donc on est vraiment, en fait, ça date d'il y a 40 ans, mais on est vraiment dans le même type de conception. Et c'est pas décrit vraiment comme une méthode ou une technique, mais plutôt comme une approche et une façon de regarder un problème et d'amener en fait les connaissances scientifiques et la façon de penser scientifique pour y réfléchir. Donc il y a cette idée, voilà, on va amener la science aux politiques. Et c'est une méthode qui s'est beaucoup développée dans un institut donc, que j'ai déjà mentionné, si vous avez vraiment très bien suivi, donc qui est l'IASA, qui est cet institut où se développait le modèle dont j'ai montré le graphique, donc vous voyez en photo ici, qui est un institut assez particulier, parce qu'il a été créé dans les années 70 comme un lieu de coopération scientifique entre le bloc Est et le bloc Ouest pendant la guerre froide. Donc, qui était un lieu qui voulait faire de la diplomatie par la coopération scientifique et par la coopération scientifique autour de l'analyse du système et du développement de méthodes numériques et informatiques pour réfléchir aux problèmes universels. Et c'est un lieu où s'est développé une façon très spécifique, justement, de développer des modèles pour la décision, qui a été étudiée par la sociologue et historienne Eglerin Zewicziute, qui a montré en fait que l'approche qui a été développée là-bas, donc c'était un endroit où ils devaient produire de la recherche qui réponde aux problèmes à la fois des pays soviétiques et des pays capitalistes, sans se positionner sur l'organisation de l'économie parce qu'ils ne pouvaient pas créer de conflit entre les deux. Et donc il s'est proposé comme quelque chose qui allait produire une expertise soi-disant dépolitisée, universelle, value-free, donc sans prise de position sur les valeurs, mais qui pouvait quand même informer la décision. Et ce qu'explique Eglerin Zewicziute, c'est qu'en fait, cette façon de se produire comme un lieu où on a une méthode scientifique de régler les problèmes de gouvernance sans les politiser, c'est superficiel parce qu'en fait, cette approche, elle a aussi une épistémologie spécifique et une vision en fait systémique des relations entre systèmes humains et non humains qui sont vues comme complètement entremêlées et qu'on ne peut comprendre et donc gouverner qu'au moyen d'analyse globale de long terme et notamment d'outils qui passent pas uniquement, mais qui passent notamment par la modélisation. Donc on a quand même cette épistémologie, cette articulation de qu'est-ce que c'est que produire des connaissances pour la décision spécifique qui s'est beaucoup solidifiée dans cette institution et qui a pas mal influencé le GIEC parce que c'est aussi un lieu où il y a eu beaucoup de rencontres entre scientifiques et non scientifiques dans les prémices et les premières années de la politisation du changement climatique. Donc on est vraiment, enfin c'est pas un parallèle artificiel quoi, c'est vraiment quelque chose qui a infusé, qui n'était bien sûr pas la seule influence, mais qui continue d'être important au sein du GIEC, d'où le fait que j'y passe un peu de temps. Voilà. Sur ce, on va faire un petit peu un saut de quelques années. C'est juste quelques éléments sur l'histoire des scénarios au sein du GIEC pour vous donner les dates, donc je ne vais pas y passer trop de temps, mais en gros, je vous ai dit, il y a cette idée que les modèles, première génération de modèles pour le premier rapport du GIEC, il faut aussi préserver la distinction entre recherche et assessment de la recherche, donc revue de la littérature, donc vraiment préserver la distinction entre ce qui est en haut du graphique, donc c'est... Ouais.
Ah oui, merci. Donc ce qui est le GIEC en haut et ce qui est en bas, les groupes de recherche qui peuvent faire ce qu'ils veulent et pas travailler uniquement pour le GIEC. Donc vous avez un grand nombre de groupes de recherche qui de plus en plus travaillent dans des projets où ils comparent les résultats de leurs modèles, qui sont des projets avec beaucoup d'équipes, enfin beaucoup d'équipes, 10-15 équipes qui produisent beaucoup de scénarios et qui sont en grande partie financées par l'Union européenne et donc, c'est financé sur des projets qui vont souvent aller en lien avec la façon dont l'Union européenne envisage la politique climatique. Notamment, il y a eu beaucoup de financement pour des trajectoires à 2 degrés ou 1,5 degré, donc des trajectoires assez ambitieuses, ou très ambitieuses même climatiquement, qui ont fait que les modèles ont tous commencé à produire des trajectoires de ce type, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Donc ils produisent des scénarios qui sont publiés dans la littérature. Il y a tout un travail de coordination par cette institution un peu particulière qu'est l'IAMC, qui va aussi produire des règles communes, essayer d'établir des façons de comparer les modèles, de mieux les connaître entre équipes. Et le GIEC qui va faire la review et l'évaluation. Donc là, ça a l'air assez bien organisé. Dans les faits, en fait, vous avez à peu près les mêmes personnes qui vont être auteurs dans le groupe 3 du GIEC, donc le groupe qui travaille sur l'atténuation, qui vont être des personnes clés dans l'IAMC, donc qui vont être dans le comité scientifique ou les organisations de présidence, et qui vont être leaders dans les projets de recherche. Donc vous avez un peu cette circulation de gens qui changent de casquette, d'où la difficulté de faire une différenciation, et il y a souvent des critiques qui sont, en fait, c'est un petit club de gens qui ont réussi à se positionner bien au sein du GIEC et qui prescrivent la façon dont ils voient le futur aux autres et qui n'incluent pas des perspectives alternatives. Donc c'est une critique qu'on retrouve assez souvent. En même temps, il y a cette imbrication est un peu inévitable à partir du moment où on est sur des objets qui sont très techniques et qui ne peuvent pas vraiment être reviewés au sein du GIEC par des gens qui n'y connaissent rien. Donc il y a un peu les deux versions de l'histoire qui coexistent, mais on est sur... Et en même temps, cette nécessité de formellement maintenir une distinction, parce que sinon tout l'édifice s'effondre. Donc un travail aussi du GIEC de bien recadrer un peu, essayer d'intégrer des versions plus critiques à côté des gens, des IAM qui sont souvent, pour certains, ils sont depuis 25 ans auteurs du GIEC, donc ils sont comme des poissons dans l'eau. Mais donc il y a tout un travail assez complexe de négociation. Voilà. Et au cœur de ce travail de négociation, donc je suis désolée, j'ai oublié de traduire cette slide de l'anglais, mais c'est pas très important le texte, c'est pour vous montrer un objet qui est au cœur de ces négociations, qui a l'air assez inoffensif comme ça, qui est les bases de données de scénarios. Donc en fait, là c'est des fichiers Excel maintenant, c'est plutôt sur GitHub et avec du Python, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre sur une slide. Mais dans le dernier rapport du GIEC, c'était encore des tableaux Excel. Où on va collecter les données qui sortent des différents modèles, des différents scénarios. Donc ce que vous voyez, c'est des fichiers Excel avec 1300 lignes peut-être, différentes catégories. Et dans la construction en fait, de ces outils, on retrouve à la fois des considérations vraiment purement pratiques de comment on travaille ensemble quand on fait de la modélisation, et des questions beaucoup plus politiques de quelle perspective sur le monde en fait on matérialise, auxquelles on permet d'exister dans la discussion sur le changement climatique et lesquelles on exclut et auxquelles on ne permet pas de rendre visible. Et donc c'est vraiment un objet qui est très intéressant malgré sa technicité. Enfin, les tableaux Excel, ça va encore, c'est juste pas très agréable à lire. D'ailleurs, je ne me suis pas amusée à les lire, hein, mais voilà, je vais vous dire un peu, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ouais, bon, je ne vais pas trop détailler donc l'histoire, je vais juste faire un passage express. Mais vous avez une évolution en fait depuis les années 90, quelque part à chaque cycle du GIEC, donc à chaque rapport du GIEC, il y a eu des nouvelles attentes qui ont été formulées envers ces outils. Donc dans les débuts du GIEC, donc jusqu'en 2005, c'était vraiment un outil d'appui à l'évaluation de la littérature. Donc l'idée, c'était de s'assurer que les scénarios de référence qui étaient développés par le GIEC reflétaient bien l'état de l'art. Donc vous avez quelques exemples. C'est aussi une histoire graphique des bases de données. En 1994, c'est encore
un PDF, ensuite c'était en ligne. À partir de 2005, donc quand vous avez cette délégation à la communauté scientifique et cette prolifération de scénarios et de projets de modélisation, elles deviennent des instruments aussi de coordination de la recherche autour des modèles. Et donc là, c'est vraiment répondre à un besoin de standardisation des données pour pouvoir travailler ensemble. Et donc vous allez avoir des bases de données pour les projets de recherche qui vont être sur le même modèle que les bases de données pour le GIEC. Et donc là, vous avez vraiment cette fusion quelque part entre la façon de voir le futur des IAM et la façon de voir le futur du GIEC, en tout cas pour l'aspect scénario, parce que dans les infrastructures, c'est à peu près la même chose. Bases de données qui sont hébergées également par l'IASA, donc cet institut de la guerre froide, donc qui reste important. Depuis 2015, on ajoute à ces bases de données deux autres rôles quelque part. Celui de servir d'appui à la diversification des perspectives, donc d'inclure pas juste des scénarios qui viennent des IAM, des scénarios globaux, mais aussi d'autres types d'expertise des scénarios, ce qui n'est pas du tout facile, et aussi de servir à l'amélioration de la transparence du groupe 3 du GIEC avec une diffusion de l'outil à l'extérieur du GIEC et une diversification des usages. Donc là, vous avez la version la plus récente donc, de l'interface qui est un peu plus jolie et peut-être un peu plus facile à naviguer. Et à côté, c'est des packages pour automatiser en fait la mise au format. Donc, si vous avez un modèle, vous pouvez utiliser ces packages qui sont disponibles pour que vos données soient traduites dans un format qui est compatible avec celui des bases de données. Donc, c'est un effort d'inclusion plus large. Mais donc, je ne vais pas vous détailler tous ces éléments parce que je pense que je n'ai pas, quoique c'est presque fini. Donc, mais il y a eu deux défis majeurs qui se sont posés aux gens qui mettaient en œuvre ces ambitions dans le dernier rapport du GIEC. Le premier, c'était celui qu'il fallait élargir une infrastructure de données qui avait été conçue à la fois pour, mais aussi avec un certain type de modèle, pour collecter des données qui seraient produites par une plus grande diversité de modèles. Et là, il y a une tension très forte qui s'est soulevée entre pluralisme et transparence, c'est-à-dire plus vous diversifiez les modèles, plus vous allez avoir besoin de variables, d'ajuster les cases ou de rajouter des lignes dans le tableau Excel. Donc plus de friction en fait, dans la constitution des métadonnées. Et plus c'est difficile d'avoir quelque chose qui est transparent et facile à comprendre parce que vous avez il faut expliquer les différences entre les modèles aussi, entre les types de données, les types d'unités, etc. Il y a un coût d'entrée aussi assez fort parce que quand on est dans une communauté de recherche, par exemple en macroéconomie ou en économie du développement, qui n'a pas de crédit particulier par la participation au GIEC, c'est vraiment passer beaucoup de temps, surtout si c'est pour mettre les scénarios d'un seul article scientifique. Vous avez fait ça une fois, vous n'allez jamais le refaire. Ça ne vaut pas vraiment le coup de faire cet effort. Et après, un problème de commensurabilité des données. Est-ce qu'on peut comparer un modèle de macroéconomie à un modèle d'ingénieur sur le bâtiment? Quel sens ça a? Parce que c'est un peu ce qui se passe dans ces bases de données. Vous pouvez avoir tous ces types de modèles-là en théorie. Le deuxième défi, ça a été d'extraire des messages de cet ensemble de scénarios qui est en fait un ensemble d'opportunités. Donc ça, c'est le terme utilisé par les gens qui analysent les bases de données. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune représentativité statistique. C'est vraiment qui avait envie de mettre quelque chose dedans pouvait le mettre. Et là, il y a eu tout un travail au sein du GIEC pour essayer de produire du sens à partir des scénarios, mais qui a abouti en fait à une sélection très forte vers des modèles qui se ressemblaient, qui étaient comparables. Donc on revient vers le cœur initial des IAM et les mêmes hypothèses. Et aussi un problème qu'il y a quand même de la littérature qui n'est pas des scénarios, qui ne rentrent pas dans la base de données. Donc si jamais on dit on va mettre tout dans la base de données, finalement ce qui n'y rentre pas, parce que ce n'est pas quantifié de cette façon, finit par être un peu masqué, même si ce n'est pas le cas dans le dernier rapport du GIEC, mais il y a des moments où on ne peut juste pas se servir de la base de données pour parler de certains aspects. Et donc ce problème de, finalement, quand il y a tout un travail d'interprétation et de classification, est-ce que c'est du travail d'évaluation ou c'est du travail de recherche? Ce n'est pas toujours très clair. Et qu'est-ce qui est prescriptif aussi dans ce travail? Parce que forcément, si on dit on va regarder les scénarios qui sont comparables parce qu'ils sont comparables, très bien, ça peut paraître purement technique, mais si jamais ils sont comparables parce que c'est des scénarios qui ont tous
les mêmes hypothèses qui sont les plus habituelles et les plus faciles à travailler, on revient sur quelque part de la moyenne et on perd l'objectif de diversification et de pluralisme. Et donc c'est un processus où il y a eu énormément de controverses, à la fois en interne au GIEC et aujourd'hui, notamment venant de pays en développement qui critiquent très fortement les scénarios de ce rapport en disant ils ne prennent pas en compte les enjeux d'équité entre Nord et Sud, du coup, nous, on ne les reconnaît pas. Et là, il y a un peu une menace très claire sur finalement cette appréhension partagée du changement climatique, elle est peut-être plus partagée, et comment on fait pour la rendre partageable. Voilà. Et donc, pour donner quelques mots de conclusion, grand message à extraire. Donc déjà, parler des scénarios, c'est toujours aussi parler à la fois des modèles, des communautés, des institutions et des infrastructures dans lesquelles ces scénarios sont produits, discutés et utilisés, d'où l'importance d'avoir des approches sociologiques et historiques en plus des approches de modélisation et en dialogue avec ces modélisations. Les scénarios sont le résultat d'un long travail de mise en circulation et en comparabilité des modèles, et qui a aussi accompagné la mise en politique du climat par le GIEC. Et en fait, cet espace des possibles, il est à la fois constitué et contraint par les modèles et les infrastructures, parce qu'il faut qu'ils soient calculables et comparables, en tout cas dans la façon dont c'est organisé aujourd'hui. Et du coup, c'est à la fois le fait d'avoir ce modèle et l'infrastructure qui rend possible d'en parler, mais qui limite la façon dont on peut en parler. Donc on a un paradoxe et une tension à réduire du mieux qu'on peut, mais un peu inéluctable. Et c'est devenu des sites de mise à l'épreuve à la fois de l'articulation entre sciences et politique du climat et des dispositifs d'évaluation, très concrètement des hypothèses qu'on fait sur ce qui compte dans le monde et qui se fait, c'est un débat qui se fait par des paramètres aussi très techniques. Donc c'est assez particulier comme mode de redémocratisation. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, j'espère que ça marche. Alors, ça a l'air de marcher. Ah. Merci beaucoup, Bénédicte, pour Béatrice, pour cette très belle conférence. Et je note notamment l'intérêt d'ouvrir finalement la boîte noire de la manière dont on fait de la science et de la technique, et que finalement, on a des enjeux de pouvoir, en tout cas, qui sont très forts dans ces activités, y compris dans leur matérialité, que tu as très bien restituée. Nous avons un petit temps d'échange, donc je propose de passer le ballon avec plus ou moins de succès à celles et ceux qui souhaiteraient poser une petite question à Béatrice. Quelqu'un veut se lancer et il y a une question de Jean-Pierre. Je suis pas du tout basketteur. Je vais essayer de parler dans cette boîte. Merci d'abord pour la présentation extrêmement complète et sur un sujet qui est d'une technicité assez redoutable. Ma question est assez précise. Je vais éloigner la boîte. Relever à la... Il faut la rapprocher plutôt. Oui, je veux bien, mais d'accord, c'est juste un peu impressionnant. Non, par rapport à l'inertie à la fois des infrastructures et des modèles, parce que là, il y a l'idée effectivement qu'il y a des échanges permanents, des négociations, mais on voit bien que dans le concept de vaste machine et de l'accumulation pendant des décennies de ces infrastructures, il y a une très forte inertie. Donc, est-ce que cette part-là, en fait, elle peut être mesurable ? C'est un peu comme les politiques publiques. C'est-à-dire qu'on sait que les budgets, ça tourne autour de 5 à 10%, et encore, dans les meilleurs cas, qu'on peut le toucher. Est-ce que là, vous avez le moyen d'évaluer finalement ce qui est de l'ordre de la réorientation éventuelle, si on a des idées tout à fait différentes sur la façon de penser ces modèles, leur usage, par rapport justement à ce poids de l'histoire, on va dire, inscrite dans les deux ensembles? Alors, je vais essayer de répondre le plus brièvement possible. Je dirais sur l'arrangement institutionnel, je pense qu'il y a une certaine flexibilité, enfin, même si le GIEC est une grosse machine, mais c'est quand même une machine qui est assez jeune et qui a beaucoup, qui s'adapte. Donc,
ça a quand même changé et c'est quand même très politique. Donc, sur les modèles, je pense que c'est très difficile de changer, à mon avis, un modèle parce que c'est sédimenté. Donc c'est quand même compliqué d'aller changer l'architecture. Mais la possibilité qu'il y ait des modèles alternatifs qui se développent et qui arrivent à rentrer en comparabilité, je pense, est la voie la plus probable actuellement. Après, la question, c'est est-ce que quand on rentre dans cette idée de mettre en comparabilité de façon quantifiée et globale, on arrive finalement à produire des résultats vraiment différents ou pas? C'est un peu ça la question. Ou est-ce que l'idée, c'est juste de dire ces modèles, ils nous servent à nous battre après, et donc c'est là la base, et on veut des cas extrêmes, et puis là, on discute, mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un peu caché les questions qui fâchaient dans les paramètres des modèles, mais ça, c'est pas du tout ça. Par contre, on peut changer ça sans changer les modèles, juste en disant, c'est pas la vérité, c'est vraiment une version pour qu'on puisse après la décortiquer et dire ce qu'on veut changer, quoi. De Rennes. Moi, j'étais intéressé par la réflexion sur les accords du GIEC. Je pense qu'il y a aussi une réflexion sur leur finalité. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est comment ces accords ont servi, notamment dans le cadre des COP, qui se sont mis en œuvre après 92, et qui, à la différence des G7, G20, réunissent quand même 196 pays. Et malgré, ou peut-être à cause de leur côté un peu objectif, chiffré, technologique, je pense qu'on n'aurait jamais pu avoir la COP 21, les accords de Paris, s'il n'y avait pas eu justement en sous-main les accords du GIEC, en fait. Et je pense que pour les deux autres COP, sur la biodiversité ou sur je crois le désert, c'est pareil. Et donc... j'ai l'impression que c'est effectivement, comme vous le dites, assez problématique quand on rentre dans la boîte noire, mais qu'on n'a pas trouvé mieux pour essayer de faire un consensus entre 195 pays. Et on voit même que sur ces données objectives de science, il y a même un grand pays qui veut à la fois casser le thermomètre, sortir de l'accord et sortir du GIEC, parce que finalement, malgré toutes ces particularités, c'est sans doute le seul outil qui peut nous permettre, au moment où on n'a pas d'ONU, on n'a pas d'instance, qui nous permet de donner du sens au COP. Quoi. Voilà. Oui. Je ne sais pas si ça appelle une réponse. Est-ce que vous pensez oui. aussi je suis assez d'accord sur le rôle de l'institution, après, qui est de plus en plus menacé dans sa capacité à produire du commun. C'est ça. C'est peut-être ce rôle du commun qui est le rôle de l'ingénierie de la science, enfin pour faire du commun. Merci. On a le temps pour éventuellement peut-être 2 questions que l'on peut prendre l'une après l'autre, si jamais il y en avait dans la salle. Ouais, on se disait qu'il n'y a que des mecs qui prennent la parole, donc si jamais il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, je laisse la balle avec plaisir. Moi, c'était concernant la circulation en fait des résultats, un peu l'usage qui est fait de ces modèles. Tu parlais notamment des enjeux qu'il y a eu avec les pays des Sud, par exemple, qui n'ont pas accepté. Est-ce que tu as regardé, ou est-ce que tu pourrais approfondir sur ce résultat, de voir comment circulent ces modèles, quels impacts politiques concrets ils ont? Est-ce que tu as regardé, par exemple, certaines prises de décision à l'échelle européenne ou des États qui se basaient sur ces modèles, et le fait qu'ils étaient avec telle ou telle complexité faisait qu'il y avait telle ou telle décision qui a été prise, enfin, vraiment pour voir l'aspect très concret dans les décisions même. Ouais. Ah, très bien, merci. Oui, du coup, j'ai une question qui est liée à la critique par les pays des Sud. Parce qu'en fait, moi, avant de devenir sociologue, j'ai travaillé comme ingénieur en environnement dans une équipe d'EDF R&D où on manipulait ce genre de modèle et où la recherche d'EDF. Et en fait, j'ai découvert que ces modèles qui avaient l'air parfaitement lisses, objectifs, dépolitisés, en fait, contenaient des visions du futur qui étaient celles de certaines communautés.
et se poser la question de qui définit les futurs souhaitables. Et donc là, je me demandais s'il y avait des lieux où on donnait la parole, où il y avait une réponse à cette critique qui est exprimée, qui sont compte dans le cadre global de modélisation tel qu'il est. Alors moi, je pense que c'est deux questions qui peuvent bien fusionner pour une seule réponse. Donc, en termes de circulation, c'est pas des modèles qui sont très utilisés pour la décision politique explicitement. C'est-à-dire qu'ils font un peu le cadre, mais ils restent quand même assez éloignés des décideurs. Enfin, en tout cas, c'est difficile de voir ça directement. Et sur le lien, enfin, question des Suds, par contre, je pense on retrouve bien avec la question de la circulation, parce que il y a un peu deux versions de l'appropriation par les Suds. Il y a la version on s'approprie les modèles, notamment à part transfert d'un modèle existant. Donc ça a été fait au Brésil. Ils ont récupéré le modèle message que j'ai montré et ils ont construit leur modèle, mais qui est un peu sur les mêmes bases. Et donc il y a pas mal d'exemples comme ça. Il y a des réseaux où il y a des petites équipes dans des pays du Sud qui sont plutôt donc dans le même cadre, mais quand même d'un point de vue de pays du Sud. Et après, il y a la version qui est plus critique, notamment, ça vient de chercheurs qui sont aussi délégués du GIEC en Inde, qui est plutôt une version de critique, en fait, de ce qu'il y a dans les modèles, donc un peu ce que disait Claire Le Renard, d'aller voir ce qui limite la considération des intérêts du Sud dans les modèles. Et il y a aussi un élément que j'aimerais bien regarder plus en détail, qui date des années 70, qui est un modèle, donc c'était pas sur l'environnement, mais c'était une réponse au rapport du Club de Rome. Donc c'était un peu sur l'environnement, mais c'était plutôt les conséquences de la croissance. C'était pas sur le climat, qui est le rapport de la Fondation Bariloche, qui est une version développementaliste des pays du Sud, qui a été faite en Argentine notamment, donc un modèle global du Sud, mais dont l'héritage n'est pas très très net. Donc il y a quand même eu des tentatives aussi anciennes, quoi, mais après c'est des questions d'inégalité de ressources vraiment très, très pratiques. Il y a beaucoup moins d'argent dans la recherche dans les pays du Sud qu'en Europe et aux États-Unis. Donc il y a moins de chercheurs. Et les chercheurs du Sud sont dans des institutions européennes ou américaines.